Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Alors, avant de vraiment plonger dans le sujet du jour, je voulais prendre un petit moment pour vous dire un immense merci. On a dépassé la barre des 1100 auditeurs sur YouTube, et franchement, c'est un signe de confiance qui nous touche beaucoup. Surtout pour aborder un dossier aussi épineux que réalité en ce moment. Aujourd'hui, on va décortiquer 3 points très récents qui, mis ensemble, dessinent un tableau assez alarmant. On va parler de la gestion de la communauté qui vire à la censure, d'un community call d'une brièveté record, et enfin du cœur financier du projet, le RMM, qui semble au bord de l'implosion. C'est ça, c'est un véritable triptyque de la crise en fait. Chaque élément vient nourrir l'autre. La crise de communication, ça aggrave la crise de confiance. Qui elle-même accélère la crise financière. Exactement. C'est une spirale qui s'accélère très très vite ces dernières semaines. Bon, alors, déballons tout ça. Commençons par le premier volet, la communication. Ou plutôt, son absence. Face à la grogne qui monte chez les investisseurs qui veulent des réponses, la stratégie de réalité, ça a l'air d'être de fermer les portes. On voit une modération de plus en plus agressive. Et c'est une stratégie qui est complètement assumée, hein. Il faut revenir au community call du 8 janvier 2026. D'accord. C'est Jean-Marc Jacobson lui-même qui annonce un changement de politique. Il dit, et je le cite, que le manque de respect et les insultes ne seront plus tolérés et que la modération sur Telegram va devenir un peu plus agressive. En clair, messages supprimés et utilisateurs bannis. Sur le papier, ça peut se défendre. Bien sûr, sur le bâti, c'est pour garder un dialogue civilisé. Mais soyons honnêtes, cette annonce, elle arrive pile au moment où les critiques les plus sérieuses commencent à pleuvoir. Le timing est, pour le moins suspect. Suspect, oui. Et sur le terrain, c'est encore pire, j'ai l'impression. On parle pas juste de modérer les insultes. D'après les retours qu'on a, on parle du blocage pur et simple de leur serveur Discord. Fini les discussions entre détenteurs de tokens. Ah oui, complètement. Et sur Telegram, c'est une vague de bannissement. Des gens se font exclure juste pour avoir posé des questions un peu insistantes. On n'est plus dans la modération là, c'est de la censure. C'est exactement le mot. Et c'est là que la stratégie devient totalement contre-productive. En communication de crise, la pire chose à faire, c'est de créer un vide. Le silence, la censure, c'est le meilleur carburant pour la méfiance, pour la spéculation. En fermant tout, il donne l'impression d'être complètement dépassé. Qui n'ont plus de réponse en fait. Voilà. Il n'arrive plus à canaliser le besoin d'infos, alors il l'étouffe. Et ça crée un effet pervers qui est terrible. Ça crée une bulle, un entre-soi où seuls les avis positifs, les bullish, peuvent s'exprimer. Un nouvel arrivant qui débarque, il a l'impression que tout va bien, alors que la contestation, elle est juste rendue invisible. Ça pose une vraie question de manipulation de l'opinion. Tout à fait. Sans même parler des rumeurs de faux comptes, de multi-comptes utilisés par l'équipe pour noyer le poisson. Mais bon, ça c'est un autre sujet. De contrôle à très court terme. Ça peut donner une illusion de calme, mais la pression monte sous la surface. Et cette pression, elle a explosé symboliquement avec ce fameux community call du 20 janvier. Ah, celui-là. Je crois qu'on peut l'appeler l'appel de la honte. Il a dû battre un record du monde. 30 secondes. 30 secondes chrono en main. Ce serait drôle si c'était pas si grave. C'était un moment surréaliste. Jean-Marc Jacobson apparaît et le message est d'une clarté glaciale. Nos avocats nous ont demandé de ne plus faire d'appel communautaire jusqu'à la fin du procès. Fin. Et c'est tout. C'est tout. Pas un mot sur l'audience cruciale du 16 janvier, 4 jours avant, pas de questions, rien. Le silence radio total est décrété. C'est une porte claquée au nez des investisseurs. Et au milieu de ce silence, il lâche quand même une petite phrase vague. Il travaille sur un moyen de vendre des propriétés. Mais cette phrase, lâchée comme ça, elle est terrifiante. Elle ouvre une véritable boîte de Pandore. Parce que tout de suite, les questions fusent. Et ce sont les questions qui fâchent. Vendre quelle propriété? On parle des biens dégradés de Détroit, ceux au cœur du procès, souvent sans le fameux Certificate of Compliance, parfois squattés. C'est ça. Ils vont vendre ça à qui? Dans cet état et à quel prix? Parce que là, faut être clair, réalité, ils ont déjà touché leur commission à la vente des tokens. Oui, pour eux, l'affaire est déjà faite en partie. Donc une vente à perte, ce qui semble inévitable, elle sera entièrement supportée par les détenteurs de tokens. C'est un bain de sang annoncé pour les investisseurs. Et il y a un autre détail, visuel cette fois, qui est un énorme red flag dans ces 30 secondes. On voit Jean-Marc Jacobson dans son décor habituel. On peut supposer qu'il est à Paris. Oui. Or, à ce moment-là, la situation à Détroit est explosive. Le 16 janvier, la juge Annette Berry a rejeté les 2 motions de Realty. La première, c'était pour écarter la responsabilité personnelle des frères Jacobson dans le procès.
rejetés. Ils restent donc des défendeurs à titre personnel. Donc leur patrimoine personnel est en jeu. Potentiellement, oui. Et la seconde motion rejetée, c'était la demande de la ville de nommer un administrateur judiciaire. La juge a refusé, mais elle a mis une pression énorme sur Realty en échange. C'est-à-dire? Elle leur a donné 7 jours, un délai très court, pour faire des rénovations d'urgence sur les biens les plus critiques, en disant, et ça vient des documents du 14 janvier, que les travaux étaient lents et incomplets. Attends. Donc si je résume, la maison brûle à Détroit, la juge tape du poing sur la table, elle exige des réparations immédiates, la responsabilité personnelle des dirigeants est engagée. Oui, Et la direction est à Paris pour un message de 30 secondes qui annonce un silence radio. c'est ça. Mais c'est un signal complètement dingue sur les priorités de l'entreprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça donne l'impression d'un décalage total entre l'urgence sur le terrain et la position de la direction. On s'attendrait à ce qu'ils soient tous à Détroit, sur le pont. Visiblement non. Bon, cette communication opaque, ce silence, ça ne peut cacher que des problèmes bien plus profonds. J'imagine que sur le plan financier, c'est pas la joie non plus, hein. C'est là qu'on touche au cœur du réacteur. Et la situation financière, c'est peut-être l'illustration la plus spectaculaire de cette crise de confiance. Il faut qu'on se penche sur le RMM, le Realt Mortgage Module. C'est le moteur qui est censé amener la liquidité. Et d'après le rapport du 18 janvier, ce moteur est en surchauffe totale. On parle de credit squeeze extrême. Credit squeeze, un resserrement du crédit? Exactement. Le premier indicateur, c'est le taux d'utilisation du protocole. 100%. Pour faire simple, le coffre-fort est vide. Chaque dollar déposé par des prêteurs a été immédiatement emprunté. Le système est à sec. Donc concrètement, si j'ai prêté de l'argent au système, aujourd'hui je ne peux pas le retirer. Mon argent est bloqué. C'est ça. Les prêteurs sont piégés. Et pour essayer de régler ça, le protocole réagit automatiquement en faisant exploser les taux d'emprunt pour décourager les gens d'emprunter. On est à des niveaux punitifs, 31,65% d'intérêt annuel. 31%, mais c'est un piège mortel. Les tokens rapportent entre 9 et 11%. Si ta dette te coûte 31%, elle grandit 3 fois plus vite que ton actif. C'est une spirale mathématique vers la liquidation. C'est un piège mathématique parfait. La position des emprunteurs se dégrade toute seule chaque seconde. Et ça nous amène au fameux mur de la dette et au concept de health factor. Pour faire simple, le health factor, c'est un score de santé de ton emprunt, un ratio entre la valeur de ta garantie et le montant de ta dette. S'il tombe sous 1, Voilà, ça veut dire que ta dette est plus grosse que ta garantie. T'es liquidable. voilà. Et aujourd'hui, énormément de positions sont dans ce cas. Et il y a cette fameuse baleine, une adresse qui a une dette de presque 954 000 $ et qui est sur le fil du rasoir. Si cette position tombe, ça peut créer un effet domino, non? C'est le point de défaillance systémique le plus évident. Près d'1 million de dollars de dettes qui pourraient être liquidées à tout moment, et ça inonderait le marché de tokens, ça ferait encore plus chuter les prix. Attends, là je veux être sûr de comprendre. On a des positions, dont une de presque 1 million, qui sont liquidables. Dans la finance décentralisée, la liquidation, ça vient avec une prime, un bonus, non? Oui, 5% dans ce cas. 5% de 954 000 $, ça fait plus de 47 000 $. Il y a 47 000 $ qui traînent par terre à ramasser. Normalement, en DeFi, cet argent est récupéré en quelques secondes par des bots. Pourquoi personne n'y touche? Qu'est-ce qui cloche? Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe de cette crise. C'est un cas d'école. Ça illustre parfaitement le conflit entre la promesse de la DeFi, la finance décentralisée, et la réalité d'une intervention humaine centralisée, la CeFi. D'accord. La règle du code, le fameux code is law, elle est limpide. Le smart contract est programmé pour que n'importe qui puisse liquider une position dès que son health factor passe sous 1.0, point. Mais il y a un mais. Un mais qui paralyse tout. Il y a un énorme mais, c'est la promesse humaine. Une promesse faite publiquement par l'équipe de Reality qui vient contredire la logique du code. Ils ont dit qu'ils interviendraient eux-mêmes en prêteur en dernier ressort, mais seulement si le health factor tombe sous 0.95. Ah, je vois. Donc les liquidateurs se disent « Pourquoi je prendrais le risque de liquider à 0,99 alors que Papa Realty a promis de faire le boulot à 0,95 ?» Précisément. Tout le monde attend l'intervention centralisée. Le système est en suspens, suspendu à une promesse humaine qui contredit la loi du code. C'est fascinant et extrêmement dangereux. Le marché est paralysé parce qu'il attend une intervention qui va à l'encontre de la philosophie même du projet.
C'est complètement fou. On a un système décentralisé qui ne fonctionne que parce que tout le monde attend une intervention centralisée. Et la communication de Realty là-dessus, encore une fois, elle est schizophrénique. D'un côté, il y a un vote sur la DAO pour geler la fonction d'emprunt, pour, je cite, sauver le RMM. Un aveu de crise totale? Et de l'autre, on voit des messages sur les réseaux sociaux qui disent que la situation est bullish, avec des rendements à 28% pour attirer de l'argent frais. C'est une dissonance cognitive flagrante. On ne peut pas dire en interne « le navire coule, on coupe les moteurs » et en externe « venez à la croisière est magnifique ». Et ça nous amène à la conséquence ultime de cette paralysie, le signal le plus sombre de tous. Un phénomène qu'on peut appeler l'autoliquidation. L'autoliquidation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le signe d'un effondrement total de la confiance. Des investisseurs piégés qui ne peuvent plus vendre leurs tokens sur un marché secondaire qui est mort Ok. ont trouvé la seule porte de sortie. Ils utilisent le RMM pour emprunter le maximum possible contre leurs biens, à peu près 69% de leur valeur. Ils récupèrent ces 69% en cash et ensuite, ils abandonnent leurs biens. Ils attendent juste d'être liquidés. C'est incroyable. C'est comme rendre les clés de sa maison à la banque et dire « Gardez-la, j'arrête de payer ». Ils acceptent donc une perte sèche et garantie de 31% de leur capital. Et perdre un tiers de son capital devient une meilleure option que d'espérer trouver un acheteur un jour. Ça veut dire que la confiance dans la valeur future de l'actif est tombée à zéro. C'est un vote de non-confiance ultime. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand on met les pièces du puzzle ensemble? On a ce triptyque. Une communication verrouillée, un silence assourdissant sur le juridique et une mécanique financière qui se cannibalise. Et il faut bien comprendre que la crise du RMM, ce n'est que le symptôme financier d'une crise bien plus profonde. La racine du mal, c'est la crise opérationnelle à Détroit. C'est le procès de la ville en juillet 2025 qui a coupé les revenus locatifs, qui a démarré cet effet domino. Le RMM, c'est juste la manifestation sur la blockchain d'un problème très réel. Des maisons en mauvais état. Et la question qui reste, celle qui dépasse le cas de réalité, c'est peut-être la plus importante. Quelle est la valeur de la promesse de la finance décentralisée si, à la première grosse crise, le système ne survit que grâce à des interventions humaines, centralisées, qui contredisent le code? Quand le principe code is law est abandonné pour éviter un effondrement, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de recréer un système financier traditionnel, mais avec beaucoup plus de risques et beaucoup moins de régulation? C'est peut-être la vraie question que pose cette affaire pour l'avenir de la tokenisation.